s'assied. On s'assied, c'est lui. Oui, bien sûr, on s'assied. Tout le monde est assis, pourquoi pas nous? Exactement. Bien, bonsoir, bienvenue. Et puis, pour commencer, un grand merci, Pascal, d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui était un petit peu particulière, on va dire, puisque ce n'était pas que vous rendre hommage, pour reprendre en fait ce que j'ai lu dans la dépêche, où du coup vous étiez perplexe par rapport aux hommages et avec cette impression peut-être d'être mort. Quand on parle d'hommage, oui, ça fait vieux, ça fait mortifère, on dit ouais, ça y est, il est dans la tombe, quoi. Alors je vous rassure, vous êtes bien vivant. Et effectivement, l'idée c'était de vous rendre hommage et à la fois aussi de parler vraiment de cinéma à travers votre carrière, votre œuvre, et à travers donc cette carte blanche de 4 films, 2 films dans lesquels vous avez joué et 2 autres films dans lesquels vous n'avez pas joué mais que voilà, vous avez choisi, puisque l'idée c'était aussi de parler de cinéma, de croiser le travail, la profession, mais aussi le regard de spectateur, j'ai envie de dire. Peut-être que du coup on va parler un petit peu de tout ça à travers votre parcours, soit de cinéma ou de théâtre, et peut-être pour commencer par Les Sœurs Brontë, qui est un film important. Et Les Sœurs Brontë, il y a un avant et il y a un après. Est-ce qu'on peut commencer par là, éventuellement? Un petit avant populaire, je dirais, 2 films dans lesquels j'avais des petits rôles. Un film qui s'appelle Madame Claude et un film qui s'appelle Docteur Françoise Gaillan. Ce sont des films populaires qui ont très très bien marché. Il s'est trouvé que j'étais dedans. C'est un peu... Non, moi je ne crois pas au hasard. Éric Rohmer a dit un jour « Tout est fortuit sauf le hasard ». Je crois au destin. Et du coup, c'était parce qu'il y avait déjà le théâtre à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose, hein, j'étais très jeune. Mais ça veut dire qu'entre théâtre et cinéma, par exemple, dès le départ, il y avait un choix ou pas? C'était juste une envie de jouer, quel que soit ce dont... Je sais pas, quand on a entre 20 et 25 ans, on est très insouciant, on part dans ce métier sans... Enfin moi, en l'occurrence pour moi, sans avoir de projet réel, sans se dire de plan de carrière, des choses comme ça. Ça c'est des trucs... moi je ne crois pas beaucoup au plan de carrière. Je crois à des coups de cœur, à des rencontres essentielles, mais le plan de carrière, je trouve ça bizarre. De se dire, tiens, cette année, je vais faire un film comme ça, et puis une pièce de théâtre comme ça, et si on me propose quelque chose de fantastique, non, je crois pas à des plans de carrière, ça c'est vraiment des trucs de con. Oh, pardon, non mais, peut-être à l'époque d'Hollywood, dans les années 30, dans les studios, oui, mais ça c'était les producteurs qui faisaient des plans de carrière, qui décidaient pour une actrice ou pour un acteur, voilà, pour la promotion, mais ça n'existe plus, ça, les plans de carrière de ce genre. Non, je pense aux rencontres, absolument, ça c'est essentiel, les rencontres avec les gens. Et du coup, Téchiné, donc alors, une première rencontre Une première rencontre, c'est anecdotique, vous voulez une anecdote? Ah ben oui, absolument. À cette époque, j'avais, je sais pas, 24 ans, quelque chose comme ça, 23 ans, et j'avais un agent, et il y avait un autre acteur, des agents, beaucoup d'acteurs, il y avait un autre acteur, et alors cet agent était fou de cet acteur, et alors il y avait le film de Téchiné qui se préparait, et alors cet agent, qui était aussi bon que le mien, téléphonait sans arrêt à Téchiné pour dire André Téchiné, voyez cet acteur, je ne vous dirai pas le nom, envoyez cet acteur, il est très intéressant. Alors Téchiné dit d'accord, et bon, et puis voilà, et le temps passe comme ça, une semaine, et puis l'agent rappelait Téchiné en disant vous l'avez vu, alors revoyez encore, oui d'accord, disait Téchiné, donc il le revoyait, il l'a vu comme ça 4 ou 5 fois. Et moi je disais à mon agent, mais on a le même âge, j'ai le même âge que cet acteur, on a un petit peu les mêmes emplois, pourquoi tu ne me mets pas en rendez-vous avec André Téchiné? Ah non, mais tu n'es pas du tout le personnage, ça ira pas du tout. Il rappelait Téchiné en disant revoyez cet acteur, alors il le revoyait encore une fois. Puis moi j'en ai eu marre un jour, je suis rentré au bureau, j'ai regardé l'agenda
le répertoire, je sais pas, le truc où il y a les numéros de téléphone, bref, de la secrétaire, j'ai vu André Téchiné, j'ai piqué, elle n'était pas la secrétaire, j'ai piqué le téléphone de Téchiné, j'ai appelé Téchiné, j'ai pris rendez-vous avec lui, c'est moi qui ai fait le film. Et après, je suis allé voir mon agent et je lui ai dit, tu vois, ben, c'est moi qui fais le film Téchiné, mais malheureusement, c'est pas toi qui vas signer le contrat. Et je suis parti. Et voilà. Bon, voilà que ça a commencé comme ça. Il faut avoir un peu de culot parfois. Et du coup, comment ça s'est passé déjà, il y a la rencontre, mais après, sur le tournage, parce que c'est quand même un film. C'est un film polémique. Oui. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens, certaines personnes qui l'ont vu ici, mais c'est un film avec Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Marie-France Pézier. Donc évidemment, tous les journalistes étaient fous parce qu'ils étaient célèbres et ils parlaient que du conflit entre ces trois femmes, ces trois actrices. Ce qui était un peu le cas parce qu'il y en avait une qui vivait avec le producteur, il y en avait une autre qui vivait avec le chef opérateur, et la troisième vivait avec un grand philosophe. Donc, avec moi qui vivais seul. Et donc, il y avait de quoi faire quand même avec ces trois actrices. Et dans le fond, Téchiné assez rapidement, en fait, ce qui l'intéressait, c'était le rôle du frère, c'est-à-dire en l'occurrence mon rôle. Alors, elles étaient un peu déçues, mais enfin, c'était quand même un tournage assez tourmenté, oui, assez compliqué. Oui, elles ne s'aimaient pas beaucoup, ces trois-là. Je dois dire. Vous avez trouvé votre place. Elles étaient en conflit. Je me souviens d'une scène où il y avait Isabelle Huppert et Isabelle Adjani qui tournaient. Et alors, Isabelle Adjani devait mettre gentiment une petite feuille de houx bien piquante dans les cheveux d'Isabelle Huppert. Et vous imaginez la suite. Il y a du sang qui a commencé à couler. Bon, c'est des anecdotes, mais c'est rigolo, quoi. Est-ce qu'on passe à peut-être à une autre rencontre importante, c'est Eric Rohmer? Ah oui, ça c'est essentiel. C'est essentiel, le parcours que j'ai fait avec Eric Rohmer. Eric Rohmer, c'est quand même un peu comme mon père spirituel au cinéma. Il m'a tout appris. Enfin, il m'a appris ce que c'est que le cinéma sans argent. C'est-à-dire, c'est-à-dire avec un minimum, bien sûr qu'il y a de l'argent, mais avec un minimum avec l'essentiel. Rohmer était un peu, bon, je dirais pas près de ses sous, mais il était producteur. Et il savait ce que c'était que gérer un film. Je me souviens que j'ai fait un film qui s'appelle L'Arbre, le Maire et la médiathèque. Et c'est un film avec Fabrice Lucchini, Ariel Dombal, moi et puis des enfants. Et c'est un film qui a coûté à l'époque, c'était en francs, oh, mais j'arrive plus à savoir entre les francs et les euros, c'était genre 500 000 francs, ça peut? Ça existe? C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, C'est rien. mais je pense que ça coûtait pas. C'était un film de 500 000 francs. Ça veut dire que aucun acteur n'était payé. Les décors étaient gratuits. Il y avait on tournait à côté en Vendée, à côté de Changillon. Le décor était gratuit parce que c'était un copain à moi qui possédait ce château, complètement délabré parce qu'il était maire du village. Donc c'était un grand copain à moi. Donc c'était prêté. Et il n'y avait que le train en seconde classe qui était sur la production. Donc pour vous dire, dans le fond, ce qui était payé, c'était la caméra et la pellicule. Mais on avait signé un contrat comme quoi, dès que le film serait fini et dès qu'il serait vendu, on aurait quand même, on serait payé, ce qui était le cas. Et comme ça a été vendu très 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 bien, on a quand même bien gagné. Mais pour vous dire que Rohmer, mais je pense que c'est un des rares, il n'y avait que Rohmer qui pouvait faire ça, parce que comme il savait à l'avance qu'il allait vendre ses films, qu'il allait vendre ce film en tout cas, et d'une façon très conséquente. Donc, mais c'est pour vous dire la fabrication qu'on peut quand même faire toujours des films et comment on peut se débrouiller quand même pour faire des films qui sont évidemment pas chers, c'était le cas. Et alors donc il m'a appris ça, Rohmer il m'a vraiment appris à faire de l'artisanat. En fait Rohmer il disait souvent
je ne suis pas un artiste, je suis un artisan, et un artisan, c'est celui qui aime son art. Et je me souviens d'une anecdote aussi sur Pauline à la plage, qui était aussi un film dans lequel je suis, et on tournait à Granville, et évidemment, il n'y avait pas de travelling avec Romer, parce que ça coûtait trop cher. Donc, il avait décidé, ce jour-là, il avait quand même besoin d'un travelling. C'était sur la côte, comme ça, sur la jetée, et il y avait une grande scène entre Rosette et moi, où on se parle en marchant, et la caméra est devant nous et nous précède. Et il était un peu embêté, il dit comment on va faire. Et on habitait tous une grande maison, et il y avait une femme de ménage qui venait tous les jours pour travailler. Et elle avait une vieille 2 chevaux. Et Nestor Mendros, qui était quand même le chef opérateur, un des plus grands chefs opérateurs, extrêmement célèbre, et qui avait les Moissons du ciel à Hollywood, et qui revenait en France uniquement pour travailler avec Truffaut et avec Romer. Et c'est lui qui était chef op. Et il avait dit à Romer, on va prendre la 2 chevaux de la femme de ménage, on va enlever tout dedans, on va mettre la caméra et les gens vont pousser, et on va pousser. Et ça a marché comme ça. Et le travelling, on ne s'en rend pas du tout compte dans le film. Et c'est quand même une 2 chevaux qui est le travelling. Ouais. Et tout le monde pousse. En fait, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que Romer, il était un inventeur génial de moyens techniques absolument inédits et tout à fait imprévus, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment ce métier-là. C'est pour ça que je peux encore, je ferai toute ma vie, je ferai des films aussi sans être payé. Ça m'est arrivé, des films avec très peu de moyens, du moment que le scénario ou le metteur en scène est très intéressant. Et voilà. Ça, je dois dire, je le dois à Eric Romer. Et comment ça se passait du coup, là c'est l'aspect technique ou l'aspect production, mais du coup le travail avec lui, direction d'acteur par exemple, comment est-ce qu'il dirigeait ou pas Il avait une façon de diriger à lui, puisque on travaillait beaucoup en amont avec lui. Il donnait des rendez-vous avenue Pierre Ier de Serbie à Paris dans ses bureaux, bien avant le film, bien avant bien avant l'écriture du scénario, et autour d'une tasse de thé mythique de Romer, avec des petits gâteaux dégueulasses, et on était tous comme ça, et oui, parce que c'était comme ça, le thé était mauvais, les gâteaux étaient mauvais, dans des tasses cassées, tout ça était comme ça, mais c'est très bien, je vous l'imite là, c'est très bien, c'est très bon gâteau, c'est spéculoos, c'est très bien. C'était comme ça. Et alors, et en plus, il ouvrait des tiroirs sans arrêt, et dans ces tiroirs, il y avait des tonnes de sacs en plastique. On se demandait ce que c'était que sacs en plastique. Enfin, c'était surréaliste. Et alors, après, le film nous donnait le scénario, et dans le scénario, on retrouvait, pour le personnage qu'on devait interpréter, des phrases qu'on avait dites pendant nos conversations autour de ces tasses de thé. Et ça, c'est très... Dans Pauline à la plage, j'ai retrouvé des phrases que j'ai dites avec lui dans ces conversations. Et donc c'est ça, en fait, la direction d'acteur. C'est-à-dire que ça nous permettait d'être à la fois le personnage, mais à la fois nous-mêmes. Ce qui est tout à fait le contraire d'une interprétation d'un personnage. En fait, Eric Romer choisissait des acteurs qui allaient interpréter, qui allaient jouer dans ses films, des acteurs et plus des personnages, plus des gens qui étaient exactement, qui collaient avec ce qu'il écrivait. Oui. Et donc, c'était pas forcément une grande difficulté. La grande difficulté, c'était d'apprendre ses textes, parce qu'il était extrêmement pointilleux. On n'avait pas le droit vraiment, sincèrement, de changer un mot, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de réalisateurs. Et il était très furieux quand on changeait un mot. Ça m'est arrivé plus d'une fois, et finalement, comme on faisait que 2 prises, ou 3, question d'argent, encore une fois, il laissait tomber. C'est-à-dire que je me trompais, ça m'est arrivé plus d'une fois sur un mot. Bon, il disait bon, c'est très bien sûr. Et il était foudrage, mais en même temps, on continuait. Sur un mot, c'était vraiment
voilà, bah, c'est un écrivain. Donc, j'ai joué une pièce de théâtre de lui, une pièce qui s'appelle Le Trio en mi bémol avec Jessica Ford, 2 personnages, elle et moi. Et ces films, ce sont aussi comme des pièces de théâtre. Bon, et les pièces de théâtre, on a beaucoup de scrupules de changer un mot, quoi. On ne va pas changer un mot d'une pièce de Coltès que j'ai jouée d'ailleurs, et ainsi de suite. Donc Rohmer, c'est un peu dans cet esprit. C'est littéraire, quoi, quand même. Ça veut dire, du coup, je fais juste un aparté, parce que justement, entre le théâtre et le cinéma, du coup, il y a déjà un distinguo par rapport au texte. Ça veut dire que quand on se met dans la peau du théâtre, on ne va pas changer un mot, mais pour le cinéma, on peut se le permettre. Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'est pas dans les mêmes dispositions, Oui, du coup, en tant qu'acteur? mais de toute façon, c'est le même métier, on fait le même métier, mais l'approche est différente. C'est sûr que si vous jouez du Molière, vous jouez du Racine, vous ne pouvez pas changer un mot, c'est absolument impossible. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, bon, et des auteurs contemporains comme Coltès, c'est pareil, c'est un très grand écrivain contemporain, donc c'est absolument impossible. Je dirais que des très grands auteurs de cinéma, des très grands metteurs en scène de cinéma qui écrivent eux-mêmes leurs scénarios, je pense ce qui n'est pas le cas avec Truffaut. Truffaut avait aussi des scénaristes, mais Rohmer, c'était vraiment lui qui écrivait ses scénarios. Il n'y en a pas tant que ça. Doyon aussi écrit, moi j'ai fait 2 films avec Doyon et je sais ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de textes. Et en plus, Doyon a la particularité, c'est qu'il vous donne un scénario, on le lit, on accepte, on le fait, on apprend, et le matin même, sur le lieu du tournage, il arrive avec 2 feuillets de la même scène, mais avec tout échangé. Donc c'est effrayant parce qu'il faut se concentrer pour réapprendre ça alors qu'on a appris autre chose. Enfin bon. Donc ce sont vraiment des écrivains, je dirais des metteurs en scène écrivains, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres, et qui sont aussi des grands auteurs, bien sûr. Mais donc l'approche est quand même différente. Et puis il y a aussi une chose, la différence pour un acteur entre le cinéma et le théâtre, c'est que bon, le théâtre, il y a cette adrénaline et ce trac et cette peur qui existe et qui fait partie de vous, et on ne peut absolument rien y faire, et c'est ça qui est extraordinaire, alors qu'au cinéma, non, ça n'existe pas. Enfin, peut-être pour les très jeunes, mais enfin, moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus le trac au cinéma. Donc, et alors qu'au théâtre, je l'ai de plus en plus, ce qui est paradoxal. Alors qu'au contraire, on pense que l'expérience fait que bon, bah, la peur et tout ça existe moins, mais pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire qu'on se rend compte avec l'âge que plus on travaille et moins on sait de choses. Et moins on a le sentiment d'avoir appris des choses, et qu'à chaque fois qu'on travaille un nouveau personnage, c'est comme si c'était le premier de tout votre parcours. Ça, c'est très curieux, mais c'est un sentiment. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui le disent aussi, qui le ressentent. C'est jamais acquis, quoi. On fait un métier qui n'est jamais acquis. Qui n'est jamais, il faut toujours remettre tout le temps. Et ça fait peur, ça. Alors évidemment, au cinéma, c'est moins, bien sûr. Au théâtre, oui, au théâtre, c'est un gouffre. Et du coup, pour continuer sur théâtre, cinéma, et une autre rencontre importante, déterminante, du coup, Patrice Chéreau, après Éric Rohmer, et une autre école. Alors, Patrice Chéreau, il n'aimait pas du tout Rohmer. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit non, j'aime pas du tout ce que fait Éric Rohmer. Mais alors, après, c'est pas anecdotique, c'est pas une pause. C'est vraiment, c'était plutôt réfléchi parce qu'en fait, il n'aimait pas Patrice Chéreau, mais il n'aimait pas les metteurs en scène de la nouvelle vague. Il trouvait qu'il avait beaucoup de respect pour Truffaut, pour Godard, pour Rohmer, mais il n'aimait pas leur cinéma parce qu'il disait que ce sont des metteurs en scène qui ont fait du mal au cinéma. C'est pas faux en même temps. C'est intéressant. En tout cas, c'est une démarche artistique intéressante
intellectuelle intéressante. Il disait qu'ils avaient tellement bouleversé le système et la façon de tourner, car avant, par exemple, avant À bout de souffle, jamais on avait mis une caméra comme ça sur une épaule, ou ce que faisait Godard, ou dans la rue, tourner à toute vitesse. Pas du tout, ça n'existait pas. Donc ils avaient tellement bouleversé, comme une sorte de cataclysme dans le cinéma, donc ils n'aimaient pas cette attitude. Ils reconnaissaient le talent, mais ils n'aimaient pas ça. Et alors que lui c'était Bergmanien, Chéreau, c'était Bergman, c'était Tarkovsky justement, c'était des auteurs avant la nouvelle vague, et disons, oui, classiques, disons, plus classiques. C'était ses maîtres, vraiment. Et Visconti aussi, et voilà. Et donc, quand je l'ai rencontré, il n'aimait pas, donc c'était mal barré, quoi. Donc, après, moi, ça faisait des années, parce que, en fait, tous les acteurs de ma génération, plus âgés ou plus jeunes même, rêvaient de travailler avec Chéreau, rêvaient de faire du théâtre avec lui. C'était comme absolument le maître du théâtre. Enfin, après les opéras qu'il a montés, après, moi j'avais vu La Dispute de Marivaux que Chéreau avait monté, et j'étais très très jeune. Et je m'étais dit, voilà, ça c'est, on ne peut pas trouver mieux. Je pense que c'est un génie et qu'il faut que je me débrouille un jour pour travailler avec lui. Le destin, encore une fois, un soir on s'est rencontrés dans un restaurant, j'étais seul, il était seul. On s'était déjà croisés, on avait quelques amis en commun, mais enfin pas. Voilà. Et puis ça a commencé, cette histoire. Je lui ai dit, mais j'aimerais beaucoup travailler, il allait monter Hamlet dans la cour d'honneur à Avignon. Je dis, Patrice, j'aimerais quand même, maintenant, voilà, on s'apprécie, alors ce serait pas mal que je joue dans Hamlet. Il me dit, mais non, malheureusement, tous les rôles sont pris, il reste le hallebardier, le prêtre, Fortin Brasse à la fin qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y avait? Le roi de comédie. Sur 5 heures de spectacle, je crois que j'apparaissais 15 minutes. Et j'avais des Javet, Romer, Téchiné, tout ça. Donc, je me souviens, il y avait un truc, le Nouvel Obs avait fait un article sur le Hamlet pour présenter, et alors il y avait Hamlet monté par Patrice Chéreau, tout un grand article, il y avait Gérard Dessart dans le rôle titre, Marthe Keller, Robert Enucci et Pascal Grégory. Alors ça, c'était dingue. Les gens ont dû se dire, mais il est où? On le voit où? Parce que j'avais une perruque. Enfin bref, c'est complètement surréaliste. Bon. Et après, il y a l'acteur qui jouait Horatio qui est parti pour la tournée. Alors ça, je dois dire que je le remercierai toute ma vie, celui-là. Il s'appelle Thibaut de Montalembert, et c'est un très bon acteur d'ailleurs. Il joue dans 10%. Produit par Dominique Bestin pour la télévision. Et d'ailleurs, c'était un élève de l'école de Chéreau à Nanterre. Et donc, il est parti parce qu'il avait un autre engagement. Et Chéreau m'a dit, bah alors voilà, Horatio est libre, on va travailler Horatio. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et on a fait le tournée, et puis après, ce que j'ai fait avec lui. Ouais. Et alors, du coup, c'est pas mal, ça. Du coup, dans la manière de travailler par rapport à Romer. Alors, la grande différence entre Romer et Chéreau, c'est que Chéreau, bon, d'abord, il a appris à... On a tous des défauts, on a tous des qualités. Un acteur pense, bêtement, qu'on doit jouer, qu'on doit travailler ses qualités, qu'on doit être toujours... on doit voir les qualités. Alors que c'est absurde, parce que c'est justement dans les profondeurs et dans les défauts qu'un acteur peut avoir que tout d'un coup il y a une petite faiblesse qui fait le charme et qui fait que les spectateurs tout d'un coup rentrent dans cette petite faiblesse, rentrent dans cette petite cicatrice, et que tout d'un coup on est en empathie avec le personnage et avec l'acteur qui le joue. Et Chéreau m'a appris ça. Chéreau m'a appris à se servir de mes défauts, à les aimer à la limite, à les accepter en tout cas, et de se servir de ça, de cet amalgame qui fait un être humain, quoi, pas seulement les qualités, mais aussi les défauts de tout ce qu'on est. Et ça, c'est essentiel. En fait, j'ai le sentiment profond que quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment appris mon métier. Et qu'avant, c'était un désir profond que j'avais depuis
de tout petit, d'être acteur. C'est pour paraphraser la phrase de Beckett qui dit « On est tous fous, il y en a seulement quelques-uns qui le restent ». Et bien, on est tous acteurs, il y en a seulement quelques-uns qui le restent, je pense. Regardez les enfants quand ils jouent, ils ont 8 ans, 7 ans, 4 ans, ils jouent tous à des personnages et tout ça. Donc, et nous, c'est une continuité de ça. Dans le fond, nous sommes des grands enfants qui continuons à jouer quand on était petits. La même chose. Et il m'a appris ça. Il m'a appris à accepter les défauts que j'avais et à les aimer, à les accepter en tout cas. Oui. Et du coup, ça, je veux dire que c'est quelque part une forme de maturité, arriver à une certaine maturité. Et je veux dire, c'est là que commence le mystère, pour moi, qui est le mystère de l'acteur. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle de cinéma, on a toujours tendance à aller d'abord vers les cinéastes. Et avec les cinéastes, on parle de l'œuvre d'un cinéaste, et un acteur, on parle d'une filmographie. Il me semble qu'un acteur fait aussi œuvre. Je ne sais pas encore comment, mais peut-être que vous pourriez nous expliquer. Et je dis ça, pardon, excusez-moi, juste, je dis ça parce que là, on a parlé de deux très grands cinéastes, 3 avec André Téchiné, et ensuite, votre filmographie, il y a des choses complètement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez tourner avec Luc Besson, par exemple. Vous avez fait Need Gap, qui est plutôt un film d'action. Donc, comme s'il y avait une rupture avec le côté cinéma d'auteur, toujours cette question en fait de tiroir, hein, qu'on a en France. On a toujours besoin de mettre des choses dans les tiroirs, et vous les brouillez justement les tiroirs. Et moi, il me semble que c'est là j'ai l'impression de là sentir une œuvre dans cet ensemble. Bon, je sais pas trop, c'est présomptueux un peu de dire mais pourquoi pas, si vous le dites, c'est tout à fait acceptable. Mais je sais pas si c'est une œuvre que de jouer, que de faire des films. C'est tellement difficile. Vous savez, moi j'aime beaucoup la peinture et la littérature. Et oui, alors ça, si on peut appeler d'œuvre, oui, ça c'est certain. Un peintre ou un écrivain, oui, alors là, c'est indéniable. Ben, un acteur, on est quoi? On est des passeurs, de textes. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer artiste, quoi. C'est peut-être bizarre, mais peut-être artisan, comme artisan, j'aime Romer. bien, ouais, j'aime bien le mot artisan, celui qui aime son art, ça j'aime bien. Mais artiste, je sais pas, on est tous un peu artistes. C'est à la fois, parce qu'à la fois, c'est des choix. Je veux dire, c'est des choix de faire, d'accepter tel rôle ou pas, soit parce qu'on vous l'a proposé, ou peut-être que aussi des rôles que vous allez aller chercher. Il y a des choses qui, il y a toujours un désir. Ah ben, c'est essentiel le désir. Si on désire rien, on n'est rien. C'est le désir de jouer, le désir de rencontrer des gens, le désir de parler, le désir de dire des beaux textes. C'est essentiel, c'est sûr. Ce métier est fait de ça, quoi, complètement. Mais les rencontres avec les metteurs en scène, c'est quand même les rencontres avec la personne. Et le rapport avec la personne, c'est la chose essentielle dans ce métier-là. Il y a des metteurs en scène, moi je me souviens, on m'a proposé des films, alors je vais voir le metteur en scène, on se rencontre, et je sors de là, mais effondré. Je me dis, mais jamais je pourrais travailler avec ce type, quoi. C'est pas possible. Non, je dirais pas non, mais c'est pas possible. Oui, des noms. Voilà. Donc c'est ça, c'est le metteur en scène, mais pas forcément des grands metteurs en scène. C'est vrai que j'ai fait des films qui sont avec des bons metteurs en scène, mais qui ne sont pas essentiels dans l'histoire du cinéma, en tout cas en français. Je sais pas, c'est vrai que j'ai fait des films populaires en plus. Je pense à Arsène Lupin, ou même La Môme.
des films comme ça. Et c'est merveilleux de faire des films aussi comme ça, parce que ça montre d'autres univers, qu'on rentre dans un monde qui n'est pas forcément le mien, mais qui m'apprend des choses, qui m'enrichit aussi. C'est très passionnant. Parce qu'il y a aussi, je trouve, une particularité dans votre parcours, c'est que vous êtes connu et reconnu, et en même temps, vous n'avez pas peur d'apparaître dans des seconds rôles. Ce qui est quand même, je trouve ça assez étonnant. Mais c'est pas une question de second rôle, premier rôle. C'est une question de rôle. C'est tout. Il y a des seconds rôles qui sont géniaux, il y a des premiers rôles nuls. Donc c'est une question de personnage. Une question de, voilà. Et puis moi j'aime bien être dans la marge, parce que dans la marge, eh bien, on a de l'air. Dans les cahiers d'école, dans la marge, il y a toujours de l'air, quoi, à côté. La marge, du coup, vous entendez être dans un cinéma de la marge ou Un peu, parce que, et vous dites vous-même, je déroute. Bon, bah oui, parce que j'ai fait des films de grands metteurs en scène, puis des films populaires, donc oui, je rentre pas vraiment dans un cadre. c'est ça qui est très intéressant. Bon, c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant. Mais pour vous, ça veut dire du coup, c'est juste intuitif et c'est toujours une question de rencontre avant tout. Oui, je pense que ce sont les rencontres qui sont essentielles. Mais comme on rencontre les personnes dans la vie, c'est pareil. Pourquoi on s'entend avec une personne et pas avec l'autre, et pourquoi celle-là vous ennuie et pas l'autre, c'est pareil, c'est la même chose. Le cinéma, c'est de la vie, quoi. On refait exactement ce que nous vivons dans la vie. C'est tout. Bien que tout soit faux, parce qu'un décor est faux, même si c'est du vrai, c'est faux quand même, puisque c'est pour une situation. Les personnages sont faux puisqu'ils n'existent pas. Donc tout est faux. Nous vivons dans du faux complètement. Mais en même temps, c'est un faux qui est réel, enfin qui porte ses fruits. C'est quand même un monde de l'illusion, le cinéma. Donc il faut être bien solide, c'est ça que je veux dire aussi, quand on est acteur, il faut être très solide. C'est comme un sport, quoi, un peu. Et, bon, d'accord. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle de votre côté spectateur, finalement, pour rebondir peut-être justement sur les cartes blanches. Pardon, je vous arrête. Oui. Il me vient tout d'un coup une idée. On demandait à Mastroianni qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma. Oh, il disait, le cinéma, il faut que vous trouviez un bon assistant, qui vous trouve un bon café et qui vous trouve un bon fauteuil. C'est ça le cinéma pour Mastroianni. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, avant de parler, j'aimerais quelque part rester dans la marge avec deux petites digressions, si vous voulez bien. L'un, en fait, c'est Rosette, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a joué énormément qui est une chez Romer. Chez Romer, oui. Ouais. Et qui est toute une série, en fait, qui tournait elle-même, une série avec vous, des amis. C'est une série qui s'appelle les Rosettes, il y a différents titres de Rosettes. Et donc j'aimerais bien que peut-être vous parliez de cette expérience que c'était. Je crois que c'était tourné en Super 8. Oui, en Super 8, et c'était Eric Romer qui était à la caméra. Et d'ailleurs, au générique, on voit Eric à la caméra. Parce que Romer ne voulait absolument pas qu'on sache que c'était lui qui portait la caméra des petits films de Rosette, des courts-métrages. Mais il supervisait, il était là, derrière. Et en fait, cette histoire de Rosette, c'est parce qu'on était une bande d'acteurs et d'actrices qui jouions toujours un peu, dans les films d'Eric, de Romer. Et au théâtre, d'ailleurs, il avait monté une pièce qui s'appelle Catherine de Helbronn, de Kleist, où il y avait tous les acteurs des films, de ces films. Il y avait Ariel Dombas, il y avait Rosette, il y avait Marie Rivière, il y avait moi, il y avait... et ainsi de suite. On était toute une bande. Et donc voilà, on était cette bande-là, et Rosette
qui a beaucoup d'imagination et avait décidé de faire des petits courts-métrages. Donc elle avait demandé aux acteurs qui travaillaient avec Romer de jouer des personnages. Et moi, je jouais tout le temps son fiancé, parce qu'elle aimait bien m'embrasser. Donc c'était comme ça. Et dans tous les petits courts-métrages, je sais pas, on a fait 6, je crois, quelque chose comme ça. Il y a Rosette et les voleurs, Rosette vend des roses, c'était un peu comme Bécassine, quoi. Rosette chez son médecin, je sais plus, enfin, un truc comme ça. Et Rosette cherche une chambre, voilà. Et Romer était tout le temps à la caméra, et on s'amusait comme des fous. Enfin, Romer il était génial pour ça, parce qu'il était comme un gamin. Il était toujours prêt à déconner, quoi. Et c'est des petits courts-métrages, je ne sais pas si on peut les voir, enfin, voilà. Non, c'est assez difficile. On a, donc c'était pas des courts-métrages, c'est un clip, c'est Bois ton café, il va être froid. Ah, ça, c'est le clip d'une chanson que Rosette a chantée. Ouais, voilà. Et Bois ton café, il va être froid, bois ton café, il va être froid. Non. C'était une petite comptine comme ça que Rosette a écrit elle-même. Et je crois que c'est Valero qui écrivait souvent des chansons, des musiques pour les films de Romer, bien que dans aucun film de Romer il y ait de la musique. Chaque fois qu'il y a de la musique dans les films de Romer, c'est parce que, par exemple, une boîte de nuit, donc il faut une musique. Ou un dancing, il faut une musique. Mais jamais, dans aucun film d'Eric Romer, il y a de la musique pour ponctuer l'image ou l'action. Il détestait ça. Donc voilà, donc quoi? Non, rien. Café. Voilà. Bois ton café, il va être froid. Voilà. Non, parce que celui-là, on l'a passé. C'est un film qu'on a dans les collections et qu'on passe. Et je joue dedans. Et vous jouez son dedans. Fiancé. Et je l'embrasse. Ouais, exactement. Et qu'on passe de temps en temps parce que c'est une chanson qui est pleine d'entrain et qu'on aime bien. C'est une chanson très joyeuse. Très très mignonne, et puis alors, en plus, à un moment donné, elle est nue, alors Eric Romer, ça l'excitait un peu, quoi. Il était content. Il était très content de voir des jeunes filles nues. En parlant de nudité, du coup, c'était mon autre digression, parce que c'est une question. J'ai découvert que Polisson et Galipette, c'est un programme de films pornographiques muets qui est. Je crois que c'était au début des années. Ouais, c'était au début des années 2000, hein, qu'il y a eu une ressortie ah oui, mais de ce programme-là. Ces films pornographiques étaient des films de commande de bordel. Ah, ça, oui, bien sûr. Que voilà, j'avais eu l'idée de faire ça. Enfin, c'est bien d'après vous d'une idée, c'est une idée à vous en fait. Oui, c'était le directeur du Forum des images à Paris, on avait un truc ensemble, on avait travaillé sur des choix de films qu'on devait montrer. Et puis tout d'un coup, je dis mais quand même, il y a une production très importante mondiale qui est le cinéma pornographique. Et ce serait intéressant de s'y intéresser, même si ce n'est pas des chefs-d'œuvre, mais quand même, ça existe, il y a une production gigantesque de ça, avec des moyens en plus. Donc, on avait décidé de retrouver des films anciens, de 1910, même avant, je crois, et qui étaient des commandes de bordel pour les clients. Et donc, c'est passionnant parce que c'est sociologiquement passionnant. Bon, parce que d'abord, les décors, et puis ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu la même chose, c'est ça que je veux dire. C'est des films porno, quoi. Mais c'est amusant de penser que c'était fabriqué pour une clientèle de gens riches, d'hommes riches, ou de femmes riches, et que c'était présenté dans les bordels. Et donc on avait décidé de montrer ça. Et ça a eu beaucoup de succès. Oui, ça a eu énormément de succès. Oui, au Forum des images. C'était très drôle. Et je me souviens de la projection, donc il y avait un montage de ces films, et il y avait un pianiste devant l'écran, comme dans les films muets, quoi. C'était des films en noir et blanc. Mais c'était... Ah, alors, je ne sais pas si vous regardez les films porno, enfin bon, bref.
Mais c'était quand même, c'était quand même plus ludique, je dirais. Il y avait des situations, il y avait des trucs, il y avait des nonnes, des choses comme ça. des nonnes, ouais, des curés, des Beaucoup de trucs comme religieux, ça, beaucoup de catholiques, beaucoup de choses catholiques, quoi. Beaucoup de choses religieuses. Et ça, c'était très drôle. C'est des films, souvent c'est des films très drôles. Après sur la question du sexe, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Non, depuis, hein. c'est pareil, c'est d'un ennui terrible. Est-ce que oui, peut-être on va. Est-ce qu'on peut parler du coup de justement de ces choix de carte blanche qu'on vous a proposé et peut-être du coup de d'un autre type de rapport au cinéma. Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous regardez des films autrement que pour le travail, ou est-ce qu'il y a une distinction? Qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que Oui, je vais au cinéma, évidemment. Bah, oui. Je vais voir tous les premiers films, ça c'est systématique. Je vais voir tous les films qui ont besoin d'être vus, qui sortent seulement dans 2 salles et qui au bout d'une semaine sortent, disparaissent. Ça oui, ça je suis un fervent vraiment. Et puis je fais aussi, comme beaucoup de gens, je vais voir des films de divertissement, pour être diverti, mais enfin pas tous, hein, ouais, j'y vais aussi. Voilà. Mais quand même, essentiellement, c'est quand même des premiers films, enfin, en tout cas des films qui ont besoin de spectateurs. Je trouve ça très, très dommage qu'en ce moment, il y ait de moins en moins de politique d'auteur. Il y a toujours des films difficilement montables, mais ils sont difficilement montrables. C'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire que les distributeurs maintenant en France sont très frileux, et il y a des films qui mériteraient qu'on les voit avec une couverture beaucoup plus importante. Et il y a les distributeurs, ils sont très frileux. C'est dommage, parce qu'il y a des très grands films qui mériteraient qu'on les voit. Enfin, ça, c'est la politique culturelle, quoi, du moment. Oui, complètement. Et, mais bon, vous regardez aussi des films dits du patrimoine, des films plus anciens, ou pas? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, chez vous, par exemple. Quoi. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Et alors, du coup, peut-être sur les deux en fait que vous avez choisis, dans lesquels vous n'avez pas joué, je crois que c'était l'Armée des Ombres, et le Miroir. Et le Miroir de Tarkovsky. Évidemment, 2 mondes totalement différents, 2 metteurs en scène totalement différents, de pays évidemment qui n'ont rien à voir, même politiquement. Ce que moi j'aime beaucoup personnellement, mais ça c'est très personnel, parce que mon père, qui est toujours vivant, qui a 97 ans, donc a fait la guerre, la dernière guerre, il a fait la campagne d'Italie, Monte Cassino, tout ça, donc, et il a beaucoup de mal d'ailleurs à en parler, et donc ça me passionne beaucoup cette période de la France. La guerre de 39-45, c'est quelque chose qui est très bouleversant et qui me passionne énormément. Et donc Melville, qui était un jeune résistant d'ailleurs, qui a fait de la résistance quand il était jeune, parle de ce film, enfin a fait ce film d'après le livre de Kessel, qui est admirable. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, et ce qui me plaît, c'est que ce ne sont pas des héros, ce sont des gens qui sont des gens ordinaires, dans des situations extraordinaires, et d'ailleurs qui meurent à la fin tous de façon tragique. Et c'est ça qui magnifie Melville, je trouve, ces personnages qui sont comme tout le monde, des gens qui sont évidemment très courageux, mais qui se sont mis dans des situations de courage. Et je pense qu'on a tous ça au fond de nous-mêmes, je pense, dans des situations comme ça, d'aller de l'avant et de faire en sorte qu'on puisse sauver sa peau, pas sauver sa peau, mais sauver, disons, des gens, et je trouve ça, moi je trouve ça admirable. En plus, il y a 2 acteurs que j'adore dans ce film, qui est Paul Meurice et Simone Signoret. Paul Meurice parce que son parcours est très particulier, c'est un acteur que j'adore, très très étrange. Il a fait énormément de mauvais films, enfin pas de mauvais films, mais des films qui sont un peu à la traîne.
Et il le revendiquait, c'était vraiment pour son train de vie, quoi. Il avait besoin de ça. Et tout d'un coup, Melville lui donne un de ses plus beaux rôles, comme d'ailleurs Bourvil dans Le Cercle Rouge. C'est le même parcours, c'est une sorte de rédemption, quelque chose de l'ordre de la résurrection même. C'est très bouleversant. Et d'ailleurs, il est très sobre dans le film, il est magnifique. Et puis bon, Simone Signoret, moi que j'adore, et depuis toujours, et qui a tourné d'ailleurs avec Chéreau dans un film que j'aime beaucoup, mais que peu de gens connaissent, qui s'appelle Judith Terpauve, et qui était une femme que je n'ai pas connue malheureusement, mais que j'adore son... Et puis j'adore le livre qu'elle a écrit, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, c'est un livre admirable, je trouve. Vraiment, voilà, c'est une femme que j'adore, une actrice que j'adore. Tarkovsky. Alors Tarkovsky, moi j'aime beaucoup les films russes, j'aime beaucoup Parajanov par exemple. J'ai un lien, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc avec la Russie, parce qu'il se trouve que par le plus grand des destins, j'allais dire des hasards, mais comme je ne crois pas au hasard, le plus grand des destins, j'ai rencontré Lily Brick. Et Lily Brick avait été la femme de enfin pas la femme, la maîtresse de Mayakovsky. Et je l'ai rencontrée à Paris car elle était la belle-sœur de Aragon, donc c'était la sœur d'Elsa Triolet. Et je l'ai rencontrée à Paris et j'ai été invité à Moscou par elle. À l'époque, c'était l'URSS. Et elle m'a beaucoup parlé de Parajanov, elle était très proche de Parajanov. Et elle avait tout un dossier, je me souviens des photos de Parajanov avec elle, Parajanov qui lui a envoyé de là où il était emprisonné des tissus russes que lui fabriquait lui-même. Enfin, c'était très, très, très émouvant. Bon, et je me souviens d'ailleurs dans ces conversations que j'avais avec elle, dans son appartement à Moscou, dès qu'on parlait de choses contre le régime, ou en tout cas qui pouvaient faire allusion au régime, et elle faisait comme ça. C'est-à-dire que, voilà, elle montrait des micros éventuels. Bon, tout ça, c'est quand même une atmosphère incroyable, absolument romanesque et inouïe. Et j'ai des souvenirs de ça vraiment passionnants. Et donc, elle me parlait beaucoup de Parajanov, et Eisenstein et tout ça. Le cinéma russe, moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. C'est plus lié à la conjoncture aussi, et puis aux Russes eux-mêmes, et à tout ce qu'ils ont vécu dans cette difficulté de monter des films. Enfin, voilà, tout ça. Et puis Bergman, qui était quand même fou de Tarkovsky. Donc Le Miroir, c'est un film, moi je trouve que c'est un des plus beaux films de Tarkovsky. C'est une quête de la vie. Il disait, je ne l'ai pas appris par cœur parce que j'ai plus de mémoire. Alors, il disait que celui qui le désire se regarde dans mes films comme dans un miroir, et puis il s'y verra. C'est tellement beau. Et il disait, en terminant Le Miroir, mes souvenirs d'enfance qui m'avaient poursuivi et hanté pendant des années disparurent d'un coup comme s'ils s'étaient évaporés, et je cessais de rêver à la maison où j'avais vécu tant d'années auparavant. C'est tellement beau ce qu'il écrivait que voilà, je voulais vous montrer ce film que je trouve génial, vraiment. C'est tellement... Voilà. Je disais, Le Miroir, c'est une quête de sens, de vérité existentielle et spirituelle. Voilà. Et il disait, nous ne sommes pas seuls face à la douleur de vivre, nous partageons tous les droits, nous partageons tous les traits de notre existence singulière avec une humanité commune. C'est beau, non? Ah oui, c'est très beau. Tarkovsky, les films sont beaux, mais aussi tout ce qu'il a écrit, tous ses écrits, c'est vraiment... c'était un grand poète. C'est un génie, c'est vraiment, il a inventé une partie de l'histoire du cinéma. Ça, c'est certain. Complètement. Et du coup, pour finir, après peut-être on va laisser la parole au public. Du coup, sur les deux films dans lesquels vous avez joué, parce que du coup, on en avait parlé, et il n'y a pas de Romer et il n'y a pas de Chéreau. Non. Parce que j'ai pas fait que ça, quoi. J'ai fait d'autres choses. Mais non, justement, moi je suis ravi.
Et Raja, oui, Raja de Doyon, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que d'abord, j'aime le Maroc. Mes parents ont vécu au Maroc. J'ai une sœur qui est née à Casablanca, donc j'ai un lien particulier avec le Maroc. J'y vais régulièrement. J'ai une maison au Maroc depuis maintenant 16 ans, donc j'y vais très 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 régulièrement, évidemment. Donc voilà, on a tourné ça à Marrakech, dans la maison d'ailleurs de Jacques Doyon. C'était sa maison qui est dans le film, qu'il a vendue depuis. Il n'a plus rien maintenant au Maroc pour des questions d'argent. Et ce que j'aime et ce que je connais bien, c'est les rapports entre les Occidentaux et les Maghrébins. Je dis Maghrébins parce que le Maroc, il y a des Arabes et il y a des Berbères. Donc, c'est des gens du Maghreb. Et donc, je connais vraiment bien les rapports entre ces deux civilisations, qui est un rapport très, très complexe. Et ça se sent dans le film. On le voit, c'est un film presque politique, je dirais. Vous verrez, il y a un rapport évidemment sur l'argent est un point très important, mais évidemment la religion est essentielle aussi. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre un homme et une jeune fille marocaine. Le langage, bien sûr. Voilà, c'est un film que j'ai adoré travailler, faire, et qui était un film que Patrick Chéreau adorait. Ça, voilà, c'est anecdotique, mais c'est important pour moi. Et puis le deuxième film, c'est quoi? C'est Nuit de chien. Ah oui, c'est Nuit de chien, pardon. Ah ouais, alors Nuit de chien, c'est extraordinaire, c'est Werner Schroeter, comment j'avais oublié ça, je suis fou. Non, parce que j'étais dans Raja, je me disais, qu'est-ce que c'est? On est, voilà. Et Werner Schroeter, ah oui, alors ça, c'est un immense artiste baroque. Nuit de chien, c'est son dernier film. Il est mort, il était déjà très malade pendant qu'on a tourné ce film. C'était particulier, on tournait la nuit. On vivait la nuit. Et on allait se coucher à 10h du matin. Et je me souviens avec Nathalie Delon, Amira Kazar et les acteurs, alors on arrivait à l'hôtel à 8h du matin. Tout le monde se réveillait, tout le monde prenait son petit déjeuner. Et nous, on était au champagne. Et on allait se coucher. Alors ça, c'était vraiment le monde à l'envers, c'est le cas de le dire. Ça a duré pendant un mois et demi. C'était très très drôle. On vivait réellement la nuit. Et d'ailleurs, le week-end, on ne travaillait pas, donc il fallait continuer à être décalé. Donc on passait nos nuits, du samedi soir plutôt, dans les boîtes de nuit. Mais on faisait la fermeture, à 6h du matin, quoi. Et on était en pleine forme. Donc voilà, enfin ça c'est anecdotique, mais... Et Werner, c'était comme ça. Il vivait la nuit, il voulait tourner que la nuit. Et c'était un monde interlope, complètement décalé, extraordinaire, complètement poétique. C'est génial, c'était un génie, c'était vraiment extraordinaire de travailler avec lui. On rentrait dans son monde, il nous emmenait la nuit dans des endroits invraisemblables. C'était vraiment génial. Et tout ça très malade. Et il est mort pratiquement peu de temps après la sortie du film. Mais c'est un parcours que j'ai depuis très longtemps avec Werner Schroeter, parce qu'à l'époque des Sœurs Brontë, de Téchiné, on s'était rencontrés, je crois par André Téchiné. Et donc on se connaissait depuis tellement longtemps, et il a fallu tout ce temps pour boucler la boucle et pour faire notre travail ensemble. C'est fou, hein? Oui. Je l'aimais beaucoup, Werner. Et il était très malade, et il continuait à boire et à fumer. Comme quoi. Peut-être on va vous passer la parole. Bonsoir. Merci tout d'abord d'être venu à Toulouse. Vous avez fait donc forcément du cinéma, vous avez fait du théâtre. Récemment, je ne sais pas vraiment à la télé ce que vous avez fait, mais vous êtes dans une nouvelle série sur Canal. Pour vous, y a-t-il une différence flagrante entre la télé, le cinéma, le théâtre, et dans lequel vous vous sentez le mieux? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une série qui s'appelle Section 0 qui vient de sortir sur Canal+. Et... Pardon ?
Ah mais Glacé, je suis en train de le tourner en ce moment, donc on le verra, je sais pas quand, dans un an. Et la grande différence, la différence entre le cinéma et la télévision, c'est le temps. Autant au cinéma, je dirais, on prend son temps. On peut refaire, avec Jacques Doyon, on peut faire 20 prises. C'est jamais la même, bien sûr. À un moment donné, arrivé à la 8e prise, on commence à être épuisé. Et puis la 9e passe, et la 10e, on est KO. Et la 11e encore, et la 12e, et on est plus que KO, on est mort. Et la 15e, et tout d'un coup, à la 16e prise, ça repart. Et c'est ça qu'aime Jacques Doyon. C'est justement ce redépart après un total épuisement. Et c'est comme ça qu'il chope l'âme, je dirais, du personnage, quoi. Bon, alors ça, à la télévision, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Bon, ce sont des exigences de metteur en scène, d'auteur. À la télévision, il faut aller vite. On fait 3 prises et c'est tout. Et moi, j'aime bien. Hein. Je dois dire que ça me convient parfaitement, puisque Romer, c'était ça. Donc ça va, il faut être là, présent dès la première prise. Et parfois même la première prise, si elle est bien, et ben, voilà, on passe à autre chose. Donc c'est le temps. C'est le temps. Le temps, c'est de l'argent, donc voilà, c'est lié à ça. J'ai accepté de faire ce film qui est fait de cette série par Olivier Marchal, parce que c'est un défi. En fait, j'aime assez les défis. C'est par la directrice de casting qui m'a mis en relation, qui nous a mis en relation, Olivier Marchal et moi. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec Pascal Grégory, avec ce type, cet acteur qui tourne avec Chéreau, d'abord, il ne va jamais accepter. C'est quoi qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On est dans des univers tellement différents. Et là, ça a collé. Comme quoi, il ne faut pas avoir de préjugés. Mais ça a vraiment bien marché, à tel point que je devais mourir dans le 6e épisode, et puis je suis toujours vivant, quoi. Et on en a fait 8 épisodes, et peut-être il y aura une saison numéro 2, et je serai toujours là. Donc, voilà. Mais j'ai une faculté, c'est pas mal d'avoir cette faculté d'adaptation. Hein. Je m'adapte assez rapidement, assez bien à des univers très différents. Et le théâtre, ça c'est encore autre chose. J'en avais parlé tout à l'heure, mais le théâtre, c'est la peur au ventre. Ça, c'est autre chose. Voilà. Bonsoir, merci d'être venu à Toulouse. Moi, je voulais poser la question de la préparation des rôles et des films. J'ai eu la chance de voir l'exposition rétrospective sur Chéreau à Avignon, et j'ai été très marqué par le travail de préparation de Chéreau sur l'aspect cinématographique et toute la documentation qui fait le travail de préparation. Je voulais savoir dans quelle mesure c'était partagé avec les comédiens. Comment vous étiez appliqué dans ce travail-là? Alors je pose la question pour Chéreau, mais ça peut être vrai pour les autres metteurs en scène. Et pour Chéreau particulièrement, à la fois pour le théâtre et pour le cinéma aussi, parce que les décors chez Chéreau, c'était quelque chose d'extrêmement imposant. Donc comment vous y étiez aussi introduit et préparé, je dirais, dans cette gestion-là? Non, c'est une question intéressante, bien sûr, parce qu'on est impliqué, forcément. Mais on n'est pas impliqué là où vous pensez qu'on est impliqué. Par exemple, pour parler des décors de la Reine Margot, un jour, il arrive chez moi et il voit une lampe. Pas une lampe, comment on appelle ça, un lampadaire. Qui est un lampadaire, je dirais, de 1940. Et bien il l'a pris et il est dans le décor de la Reine Margot. Donc, ça évidemment personne ne sait, personne ne l'a vu, personne ne le voit, il n'y a que nous qui sachons ce genre de choses. Dans les décors de la Reine Margot, il y a des meubles du 19e siècle, donc personne ne le voit. Mais ça donne une particularité, je dirais, qui est extrêmement intéressante et qui est inhérente à l'œuvre, à la Reine Margot et à d'autres films. Patrice Chéreau, par exemple, et ça c'était vraiment une idée géniale, évidemment, à cette époque-là, tous les hommes et toutes les femmes avaient des chapeaux.
Bon, et ben, si vous voyez, il repasse d'ailleurs dimanche soir à la télévision. Si vous penchez là-dessus, aucun acteur ni aucune actrice dans le chapeau. On est tous en cheveux. Donc ça donne une intemporalité qui est très spécifique et qui est beaucoup plus moderne, je dirais. Et tout d'un coup, on n'est plus les chapeaux. C'est vrai qu'un chapeau marque une époque, essentiellement. Et là, tout d'un coup, il n'y en a pas. Donc voilà, et ça, c'était des choix vraiment artistiques de Patrice. Bon, alors évidemment, on en parlait, bien sûr. On faisait beaucoup de réunions de lecture avant le film. Je me souviens d'une grande réunion dans sa salle à manger. On était tous autour de la table, qui était une grande table rectangulaire avec plein de chaises. Et on était tous là. Il y avait Isabelle Adjani, il y avait Verna Lisi, il y avait Jean-Hugues Anglade, il y avait Daniel Auteuil, il y avait Vincent Pérez, Dominique Blanc. Enfin, on était tous là. Et on a pris la journée à lire le scénario. Bon, alors ça c'est très enrichissant parce qu'évidemment on pose des questions, on travaille, c'est du travail, quoi, c'est du travail d'équipe. Ça oui, mais il y a des metteurs en scène qui ne le font pas. Hein. Il y a des metteurs en scène, et je trouve ça très utile, les réunions de travail. D'abord ça permet de se connaître tous, et puis on peut rectifier certaines phrases, certaines choses, enfin bon voilà. C'est un travail collectif très très intéressant. Sinon, au niveau du scénario, non, on n'a pas trop. Non, on n'a pas trop. Enfin, on disait, enfin, en tout cas avec Chéreau, non. Chéreau il avait cette particularité, c'est il avait une confiance absolue en ses acteurs. S'il avait choisi un acteur pour un tel rôle, c'est que inévitablement, c'était lui, et c'était pas un autre. C'était pour lui essentiel. Donc, il faisait confiance, il y avait aussi ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais par exemple, juste pour préciser ma question, moi j'ai eu la chance d'assister au Rêve d'automne dans le Ah oui, au Louvre, vous l'avez vu au Louvre. Dans les galeries du Louvre, comment on s'approprie un espace pareil, comment on travaille un personnage dans un espace pareil. Et est-ce que c'est un travail qui vient de vous? Est-ce que ça vient du metteur en scène? Comment cette alchimie-là, elle se trouve? Parce que c'était quand même extrêmement saisissant comme expérience. Mais pourquoi c'était saisissant? Parce que c'était dans le Louvre, et que derrière le panneau où on arrivait, il y avait la Joconde. Et puis il y avait les Noces de Cana un peu plus loin, et puis on fonçait dans l'énorme corridor gigantesque où il y avait le radeau de la Méduse. Et donc c'était ça qui était saisissant. Et nous, la première fois qu'on est rentré dans cet endroit, on était submergés, mais submergés de se dire mais c'est tellement lourd, quoi. Il y a une telle puissance d'histoire là-dedans que qu'est-ce qu'on va faire, nous, acteurs, à côté de ça. Moi, ma loge, elle était devant la Joconde. Donc c'est quand même pas banal. Et j'arrivais au Louvre à 6h du soir, quand le Louvre se fermait, ou à 6h30, je sais plus très bien, j'étais seul dans le Louvre. Donc ça n'arrivera jamais, jamais plus, et ça n'arrive jamais à personne. Je croisais vaguement un homme de ménage, une femme de ménage loin, qui travaillait, mais c'est tout, c'est impossible. Donc c'est des moments inouïs, vraiment inouïs. Donc, bon voilà, c'était la carte blanche de Chéreau au Louvre, et donc nous on était petits, quoi, au milieu de toutes ces œuvres et de tous ces peintres. Moi, je me souviens, on en parlait beaucoup avec Bulle, avec Bulogier, avec Valéria Bruni-Tedeschi et avec Patrice. On disait, mais vous ne trouvez pas qu'on n'y arrive pas? Mais on y arrivait, mais nous on avait le sentiment qu'on n'y arrivait pas, parce qu'on était submergés par ces œuvres. De se dire que la première phrase qu'on va dire sur scène, alors que 2 secondes avant, je quitte la Joconde, c'est du culot quand même. Non, c'est vrai, c'est puissant, quoi. Donc voilà. Et on était très heureux après quand ça a repris au Théâtre de la Ville, où tout d'un coup on s'est retrouvé dans un théâtre, dans un décor, qui était le même décor du Louvre, c'était reproduit comme le Louvre. Mais tout d'un coup on soufflait tous, on disait « Ah, on est chez nous, on est dans une maison qui nous appartient, donc ça va, c'est normal. » Mais c'était vraiment pas normal de jouer là-bas, dans le Louvre. Franchement, c'était un truc fou. Alors,
voilà, c'est une expérience unique au monde, vraiment unique. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça puisse se reproduire, parce qu'il n'y a que Chéreau qui faisait. Parce que c'était dans la salle de non, donc c'est une très grande salle carrée, et il fallait les projecteurs. Vous imaginez le travail que c'est de la chaleur pour les œuvres, parce que les œuvres restaient là. Donc ça a été tout un travail énorme, technique, et pour les énormes projecteurs qui nous éclairaient, pour pas que ça abîme évidemment les tableaux. Le son, c'était haut comme ça, donc ça veut dire qu'on n'avait pas de micro, donc ça veut dire que le son partait dans les cintres, enfin partait je sais pas où, partait, c'est-à-dire que quand on était les spectateurs, on ne pouvait rien entendre. Ça partait dans tous les sens, qu'on disait. Donc il a fallu mettre des grandes plaques de bois. Enfin, il y avait une installation de dingue. Et je pense que c'est unique au monde. Vous avez vu un spectacle unique au monde, monsieur. Alors ça, je peux vous le dire. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le spectacle en soi, c'est absolument unique. Unique. Donc, voilà, c'est une expérience incroyable. Merci d'être là. Nous venons de très loin pour être près de vous ce soir. Après que vous ayez avoué être Belphégor, en quelque sorte, puisque vous avez travaillé dans le Louvre la nuit, je voulais vous poser une question concernant Chéreau. Pourquoi a-t-il, dans Ceux qui m'aiment prendront le train, choisi la ville de Limoges comme cimetière? Eh bien, d'abord, c'est le plus grand cimetière d'Europe. Voilà. Le mot limogé vient d'ailleurs de Limoges, car c'était pendant la guerre de 14-18, je crois. C'est ça, il y avait tous les limogés qui venaient être enterrés à Limoges. Donc c'est le plus grand cimetière d'Europe. Donc c'était très intéressant pour Patrice, pour Chéreau, de filmer ce gigantesque cimetière comme une ville. À un moment donné, il y a un énorme travelling où on voit le cimetière qui n'en finit pas. Il le survole, oui, c'est ça. Oui. Deuxièmement, c'était aussi la ville de... comment il s'appelait? Qui était un cinéaste de documentaire, Reichenbach. Ah oui, Reichenbach, qui était un grand ami de Daniel Thompson, et Daniel Thompson était la scénariste avec Patrice Chéreau de ce film. Elle est co-scénariste. Oui, elle était co-scénariste de ce film. Et elle était très amie de François Reichenbach. Et François Reichenbach, peu de temps avant de mourir, étant très malade, avait demandé à Daniel... non, Daniel lui a dit, bon ben François, je sais pas, dans une conversation, où veux-tu être enterré? Et il avait dit, à Limoges. Et il avait rajouté, mais personne... Daniel Thompson avait dit, mais personne viendra à Limoges, ça veut dire tu es parisien. D'où le titre. D'où le titre, et là, ceux qui m'aiment prendront le train. Donc, d'où le titre. Donc voilà, c'était ça, Limoges. Et puis, autre chose, d'une façon financière, la municipalité, enfin la région donnait de l'argent, je pense plus qu'ailleurs. Et puis, il y avait une maison magnifique aussi qu'ils avaient trouvée. Voilà. C'est pour ça qu'on a tourné à Limoges. Mais en revanche, le train dans lequel on tourne n'était pas un trajet Paris-Limoges, car c'est trop long. Donc, c'est un trajet, je ne dis pas de bêtises, Paris, une ville du Nord, qui fait 4 heures de voyage. Oui. Ça veut dire que 4 heures de tournage, on arrivait, je sais pas, à 8 heures, donc on arrivait à midi là-bas, on avait le temps de manger avec l'équipe et tout le monde, et le même train tournait et faisait le retour pour Paris, 4 heures. Donc on travaillait 8 heures. Donc il fallait une voie ferrée qui longe sur une voie ferrée qui était une voie utilisée. Et qui longe la route afin qu'on y voit le... Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'était le... D'ailleurs, je pense que c'est un itinéraire de train très répandu dans les tournages. Parce que 4 heures, 4 heures. Pour Tarkovsky, vous avez parlé du miroir, sans doute parce que le miroir réfléchit. Aussi, ça c'est sûr. Fait réfléchir et réfléchir. J'ai beaucoup parlé, hein. Cela dit, c'était le but, mais... Bonjour. Je voudrais savoir
ce que vous avez fait avant cette anecdote que vous avez racontée, où vous avez rencontré André Téchiné. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous avez fait une école? Est-ce que vous avez joué dans des petits films avec des amis à vous, ce genre de choses? J'ai fait le conservatoire, mais j'étais auditeur libre au Conservatoire de Paris. Avant, j'avais pris des cours de théâtre. Et avant, je chantais dans les chœurs de l'Opéra de Paris quand j'avais 12 ans. Parce que j'avais une jolie voix. Donc, j'étais soprano léger. Et je faisais partie des chœurs. J'ai chanté dans Carmen, j'ai chanté dans Tannhäuser, j'ai chanté dans Fidelio, des choses comme ça. Et dès qu'il y avait des chœurs d'enfants, et j'étais payé d'ailleurs. Et c'était Régine Crespin, je me souviens, qui chantait Carmen. Et on n'avait pas droit, on ne saluait pas parce qu'on était trop petits. Donc une fois à notre prestation, on se tirait de. Il y a nos parents qui venaient nous chercher à la sortie de l'opéra. C'était drôle. Bref, donc j'avais une expérience, mais cela dit, j'avais tellement de trac que je ne chantais pas. Je me souviens, on était beaucoup, hein, on était une trentaine, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, je ne chantais pas. J'arrivais pas, ça ne sortait pas. Parce que c'était impressionnant, je vous assure. Quand on a 12 ans d'être sur la scène de l'Opéra de Paris, c'est quelque chose, dans un spectacle, avec de la musique et tout ça. Bon. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. La première fois que je suis monté sur une scène, j'avais 12 ans. Et puis après, ma voix a mué, donc voilà, je ne peux plus chanter soprano. Et après, le temps a passé, j'ai pris le conservatoire, enfin, en auditeur libre. Et puis là, il y a Marcel Bluval, avec qui était mon professeur, qui allait faire un film pour la télévision. Et comme j'étais un de ses élèves, il m'a choisi pour le rôle principal d'un film pour la télévision qui s'appelle Mitzi, de Schnitzler. Et avec Daniel Lebrun, je me souviens. Et voilà. Et ça a commencé un peu comme ça. Et puis après, voilà, puis de fil en aiguille. Mais je pense que, bon, je vous parle de ça dans les années, je sais pas, 76, un truc comme ça, 77. Je pense que c'était, d'abord, il y avait beaucoup moins de jeunes acteurs ou jeunes actrices qui voulaient faire ce métier. Parce que c'était un métier qui n'était pas dans l'ordre des choses. Je veux dire, c'est maintenant, beaucoup de jeunes gens, jeunes filles désirent faire ce métier, mais ça parce qu'ils veulent devenir des stars. Bon. Et à l'époque, on s'en foutait de devenir des stars. Ce qu'on voulait faire, c'était de faire notre métier. Si on devenait une vedette ou une star, bon, tant mieux, mais ce n'était pas notre but. Je pense que la grande différence avec maintenant, c'est que des gens très jeunes ont une sorte de volonté. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Il y en a sûrement qui vont être très déçus, mais il y en a sûrement qui vont y arriver aussi. Donc c'était ça, donc c'était des rencontres, encore une fois. Et je me souviens, le premier film que j'ai fait, comme je disais, c'était Docteur Françoise Gaillan, de Bertuccelli, de Jean-Louis Bertuccelli, avec Annie Girardot. Et Annie Girardot, c'est mon téléphone. Et Annie Girardot, qui était charmante, on réécrivait, ça se passait dans un hôpital, elle jouait un médecin qui était malade et tout ça, et moi je jouais un de ses patients qui avait voulu se suicider par amour. Et alors on était tous les deux allongés dans les couloirs de l'hôpital parce qu'elle détestait le scénario, enfin elle trouvait le scénario bien, mais elle détestait les dialogues, donc on réécrivait les dialogues tous les deux dans le couloir. Ça c'était très très drôle, elle était très très drôle. Et après, voilà, et après on jouait nos scènes. Donc je sais pas, ça s'est fait comme ça. Rencontres. Je peux pas vous dire, je sais pas exactement, j'ai pas un grand souvenir de comment c'est arrivé. Je me souviens pas trop, mais voilà. Du coup, en parlant de rencontres, je pense sur ses débuts, Madame Claude et Klaus Kinski. Oui, ça c'est le deuxième film que j'ai fait. Alors c'est l'histoire de Madame Claude, donc la célèbre Madame Claude, avec François Fabian. D'ailleurs, le film a eu un succès fou en Arabie Saoudite, c'est quand même bizarre. Oui, ils sont vraiment très hypocrites là-bas. Hein. Et donc voilà, et je me souviens, j'avais une scène d'amour avec Dale Edon, qui était très belle. Et Dale Edon, je pense qu'elle est devenue. Elle était mannequin. Et Klaus Kinski mangeait du caviar à longueur de temps avec des louches de caviar sur un yacht. C'est drôle. Oui. On avait tourné ça à Monte-Carlo, le yacht.
ce film. Mais il est pas mal ce film. Je ne sais pas s'il y a certains qui l'ont vu, mais c'est assez drôle. Ça marque une époque vraiment incroyable. Enfin, les années 70. C'est un film de. Comment ça s'appelle Juste Jacquin. Juste Jacquin. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait Emmanuel. Voilà. C'est lui qui a fait le célèbre Emmanuel. Mais c'est un film qui a bien marché. Et puis Françoise Fabian, elle est magnifique dedans. Bon, elle est très belle et puis elle est bien. Enfin. Bon, évidemment, je suis nu dans le film. Moi, je ne sais pas la première fois que je suis nu dans un film, mais enfin là, c'était quand même, j'avais 21 ans. Je me dis, bon, bah, il faut y aller, quoi. Donc, ils m'ont mis nu dans l'eau. Et je fais l'amour avec Dale Edon dans les vagues. Et... et tout ça était très charmant. Et je me souviens, j'avais pris des coups de soleil sur les fesses. Enfin bref, ça c'était des détails. Il fallait me maquiller, enfin bref. C'était un truc de fou. On vit des situations folles quand même dans le cinéma. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Bonsoir. Je reviens pour le film Raja. J'ai une petite question et aussi une information, puisque vous aimez le film, vous partez souvent au Maroc. En fait, il y a récemment, il y a 2-3 mois, il y a un film sur le film. Donc, il y a un réalisateur marocain qui a suivi en fait, qui a suivi surtout l'actrice Najat, la fameuse actrice Najat, et qui fait en fait dans le film Raja, entre parenthèses, son propre rôle, c'est-à-dire parce que en fait sa situation financière, où c'est presque la même chose. Du coup, il y a ce film qui pourrait vous intéresser. Il porte le titre Raja, la fille de Mellah. Le Mellah, c'est le quartier, le fameux quartier à Marrakech. Donc ça, c'est par rapport à cette information qui pourrait vous intéresser. C'est un quartier pauvre, très pauvre. Oui, très pauvre. Et une question par rapport aussi au film, qu'est-ce que vous pensez? Je sais que souvent les acteurs ils ne répondent pas au récit, surtout le choix c'est-à-dire du cheminement d'un récit. Qu'est-ce que vous pensez de la chute du film Raja, et surtout que vous jouez le rôle d'un personnage qui est distribué à la fin? Je ne veux pas dévoiler oui, bien sûr, oui. Quand même, en fait, vous jouez un peu un rôle qui se transforme en un rôle stéréotype, et même trop stéréotype, quelqu'un comme un dieu qui tombe du ciel. Voilà, je ne vais pas dire plus sur ce que vous avez fait, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous pensez de cette chute un peu téléphonée. Non, vous êtes d'origine marocaine ? Donc vous connaissez bien évidemment le Maroc, bien sûr. Donc vous savez l'ampleur que prend le rapport entre un étranger, même si c'est un étranger qui est, je dirais, pauvre, il est toujours riche pour un Marocain pauvre. Donc c'est très important, car dans le film on le sent ça. Alors évidemment, mon personnage est quelqu'un qui a de l'argent, il n'est pas non plus richissime, mais il a un pouvoir d'argent, bien sûr. Et l'argent est très important dans ce film, bien sûr. Je pense que ce n'est pas un stéréotype. Il y a des hommes comme ça, bien sûr, des femmes ou des hommes qui vivent à Marrakech ou ailleurs dans le Maroc et qui ont ce pouvoir d'argent et qui en usent ou pas, peu importe. Mais il se trouve que, vous allez voir, il tombe amoureux d'une fille pauvre, donc qui vient du Mellah, et voilà, il tombe amoureux quand même. Il est amoureux, c'est vraiment pas une histoire d'argent ou de prostitution ou quoi que ce soit, il tombe réellement amoureux d'elle. Donc c'est pas un stéréotype, je pense pas, je pense que vous vous trompez, c'est vraiment des gens, oui, ça existe. Dans ce cas-là, on est tous des stéréotypes, tous. Moi, en tant qu'acteur, je suis un stéréotype d'acteur aussi. Non, je pense pas que ce soit ça. Pour parler de Najat Ben Salem, c'était pas une actrice, donc il y a eu un casting de fait au Maroc, donc là, et le directeur de casting et Doyon ont vu beaucoup de jeunes filles,
Et ils ont choisi celle-là pour son côté justement rebelle, son côté vraiment tête brûlée. Et elle est merveilleuse dans le film. Elle a commencé à apprendre un peu le français. Elle ne parlait pas du tout le français. Moi, je ne parle pas arabe, donc c'était assez compliqué, mais on arrivait quand même à se comprendre. Et malheureusement, enfin, avant de vous dire malheureusement, il y a eu d'autres histoires. C'est qu'elle a eu le prix d'interprétation au Festival de Marrakech de cinéma. Elle a eu le prix d'interprétation Jeune Espoir au Festival de Venise. Elle n'était jamais sortie du Maroc. Donc, la production, on a réussi à la faire sortir, enfin à la sortir pour aller à Venise et tout ça. C'était une expérience inouïe. Elle est passée par Paris, enfin bon, voilà. Et elle a gagné donc son salaire d'actrice, qui était très bien géré par une femme, car c'est une dépensière folle, Nadjet. Et tout est comme ça, tout est dans un mouvement absurde. Et le film sort, le film a le succès qu'on connaît ou pas, enfin bon, qui est sorti au Maroc. Et au Maroc, il a été pas mal vu, mine de rien. Et elle est devenue une sorte de célébrité. Mais comme vous le savez, les critères, les canons de beauté féminine au Maroc ne sont pas du tout celles qu'a Raja. Comme vous allez voir, elle a l'air quand même d'un garçon manqué, assez, je ne dirais pas viril, c'est pas ça, mais elle a quand même un aspect de garçon manqué, les cheveux courts. Or, les Marocains, une actrice, c'est en général des femmes plantureuses, très féminines et tout ça, donc ce qu'elle n'est pas. Donc elle a eu un mal fou à travailler après. Personne, aucun metteur en scène ne lui proposait de rôle. En plus, elle a un caractère assez difficile. Le soir où elle devait recevoir le prix d'interprétation à Marrakech, elle n'était pas là, elle était à Casablanca pour aller voir une cousine. Donc voilà, c'est pour vous définir le caractère rebelle, profondément rebelle de Nadjet. Alors, le destin a fait, mais c'est pas la seule, hein, il y en a beaucoup malheureusement, pas seulement au Maroc, je parle en France et partout, le destin a fait que malheureusement, elle est retournée là d'où elle venait. C'est-à-dire effectivement dans ce quartier très pauvre de Marrakech, la Médina, qui s'appelle le Mella, et elle vit comme elle l'a vécu avant de faire ce film. Et elle est devenue quand même une sorte de personnalité quand même sur la place de Mahefna. C'est Raja maintenant, là, les gens l'appellent plus Nadjet. Mais elle continue à vendre des clopes sur la place. Voilà, c'est ce destin. Et elle n'est pas amère du tout. Moi, quand je vais à Marrakech, au Maroc, je continue à la voir. On déjeune ensemble, enfin bref, on se voit. Mais elle n'est pas amère du tout. Hein. C'est ça qui est merveilleux chez elle. C'est qu'elle n'a pas du tout un regret de ce qu'elle aurait pu faire, de ce qu'elle aurait pu devenir. C'est son mektoub, quoi, comme on dit. Et c'est très émouvant et très beau. Mais c'est un personnage, vous allez voir, bien fort. Hein. Elle est incroyable. Enfin voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci.